18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Économiste, on vous retrouve régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. Et vous publiez ce livre que je trouve passionnant, La civilisation de la peur. Pourquoi et comment garder confiance en l'avenir aux éditions IXO. Parce qu'on vit dans la société de la peur. Eh oui. On a une information qui est assez angoissante de façon générale, une société qui va mal, un pays dont on trouve qu'il est sur le déclin, un monde dont on a peur qu'il explose dans une guerre mondiale. Il y a des raisons d'espérer ou en réalité on est tous ratatinés dans nos peurs? Mais en fait, c'est ça, je crois que ce qui est important, c'est que les problèmes qu'on traite sont de vrais problèmes. Il faut être très lucide par rapport à ça, par rapport à l'islamisme, par rapport aux problèmes d'insécurité, par rapport aux questions du réchauffement climatique, enfin tout ce qu'on veut. On peut trouver plein de raisons d'être inquiet, mais le monde ne se résume pas à ça, en fait. C'est ça ce que j'ai voulu montrer. Et à côté de ça, il y a aussi des choses qui s'améliorent. Je vous donne un exemple dont on parle trop peu. Les questions de santé, par exemple, la question du cancer. Moi, j'étais très agacé de voir le traitement médiatique de l'annonce du cancer de Charles III, qui était grosso modo, on va tout de suite s'intéresser à sa succession, alors qu'aujourd'hui, vous avez plus d'une personne sur deux qui guérit du cancer, qui en guérit définitivement. Et donc, le bon tiroir à ouvrir, me semble-t-il, aurait été de dire, regardez, on va en profiter pour regarder aussi tout ce qui se passe de façon positive. Je vous donne un deuxième exemple. Le réchauffement climatique. Je n'en peux plus d'entendre... Vous n'allez pas me dire qu'il n'y en a plus, là. Mais non, mais j'en peux plus d'entendre qu'on ne fait rien, que ça ne va pas, qu'on n'en fait pas assez. Ce qui est un sophisme, on n'en fera jamais assez, donc on peut toujours dire qu'on n'en fait pas assez. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un problème n'a été pris autant à bras-le-corps que le réchauffement climatique. Et il y a tout un tas de domaines dans lesquels on va même plus vite que prévu. Les batteries, on va plus vite que prévu. Le photovoltaïque, on va plus vite que prévu. La captation du CO2. Enfin, vous voyez, donc, ce que je veux montrer, les problèmes existent. Ça ne fait aucun doute. Mais le monde ne se résume pas aux problèmes. Et on sous-estime notre capacité, notamment en Occident, parce qu'on se donne des baffes toute la journée sur nos antennes. On sous-estime notre capacité à régler les problèmes. On se donne Non, on se donne pas des baffes, nous, Nicolas. Non, pas vous. Ah bon, d'accord. Non, mais pas vous. Mais on est très gentils, très pacifiques. Je sais pas, mais j'entends je dis partout, les Jeux Olympiques, quelle catastrophe, je vais quitter Paris, etc. Et puis, il n'y aura pas assez de métro, et puis il y aura des problèmes de sécurité. Mais ça, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plus grave dans la vie, à mon avis, que d'avoir les Jeux Olympiques dans sa ville. Moi, j'étais pas pour les Jeux Olympiques, j'étais pour l'exposition universelle. Bon, mais ils sont là, qu'est-ce que je vous dise? Donc, on va essayer d'en profiter et de se dire que c'est pas le plus grave dans la vie que d'avoir les Jeux Olympiques. Je suis d'accord avec vous, vive les Jeux Olympiques. Julien Drey. Peut-être d'accord. Je suis d'accord pour qu'on ait les Jeux Olympiques. On s'est battus, nous, pour les avoir à l'époque. Mais là, en ce moment... On va faire avec, on verra. Voilà, je suis sûr que ce sera bien. Non, mais là, en ce moment, vous n'en pouvez plus. Vous savez, je ne sais plus dans quel endroit de Paris il n'y a pas de travaux. Non, mais ça, c'était vrai bien avant, ça. Oui, voilà. Donc, voilà. Non, mais juste, je voulais revenir. Julien, est-ce que vous avez mis vos lunettes roses? Parce que c'est ça, Nicolas, il nous propose de voir pas le monde forcément tout en gris, mais parfois un peu en rose. Non, mais moi, je crois que la peur, c'est un business. Ah oui. Ah oui. Ça fait vendre la peur. Je suis 1000 fois d'accord. Ça vend de quoi? Mais ça fait vendre tout. Ça fait vendre ça fait vendre des systèmes de sécurité. Dans toutes les maisons, c'est-à-dire des alarmes. Maintenant, dans les maisons, vous avez 1, 2, 3. On ne peut plus tenir. Il faut des codes, il faut appeler les gens. Bon, voilà. Par exemple, je prends dans les voitures, partout. Voilà, c'est un vrai business, voilà, qui s'est installé. Alors, il y a une insécurité réelle, mais derrière, on crée l'angoisse parce que derrière, on vend des choses. D'accord. Nicolas, je peux dire un mot parce que je suis 1000 fois d'accord avec ce que dit Julien. Il y a un business de la peur. Alors les médias parfois vendent de la peur. Les réseaux sociaux évidemment propagent la peur. Vous avez des ONG qui sont des lobbyistes de la peur, qui sont des lobbyistes de l'effondrement. Vous avez aussi parfois une opposition qui est excessive. Et donc vous avez beaucoup de gens qui ont objectivement intérêt à ce qu'on ait peur parce qu'en effet, la peur, c'est comme le sucre dans l'agroalimentaire. Oui. Un peu, c'est bien. Quand il y en a trop, c'est une addiction. Et nous, on est dans l'addiction de la peur. Mais même électoralement. Oui. Bien sûr. Quand vous êtes candidat, peur aux gens. Vous faites peur aux gens, vous leur votez pour moi parce que je suis rassurant. Vous n'allez pas leur dire tout va bien, c'est formidable. Voilà. Bon. Donc c'est un système dans lequel on s'entretient. Alors après, oui, il y a des raisons sérieuses d'inquiétude, de questions qui sont posées. Mais moi, je ne suis pas pour la décroissance, donc je crois quand même que le progrès, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Rachel Kahn. Non, mais ça fait du bien. Mais juste, j'aurais aimé savoir quand est-ce que vous avez pensé à travailler sur ce livre. À quel moment? Pendant le Covid. En fait, pendant la réforme des retraites, en fait, je me souviens très bien, j'étais sur un plateau, c'était pas le vôtre, j'aurais dû n'aller que sur le vôtre d'ailleurs. Exactement. Et on ne m'y reprendra plus. Mais non, mais je me souviens que
à chaque fois qu'on essayait d'avoir une discussion un peu intéressante sur pourquoi on fait la réforme, qu'on soit pour ou contre, comment on augmente l'emploi des seniors, c'était « Ah, stop, attention, il y a un feu de poubelle, faut vite aller !» Et je me disais « Mais c'est dingue, on attrape toujours les gens par la peur, par le spectaculaire et pas par des sujets qui sont intéressants. On peut être pour ou contre la réforme des retraites, mais enfin qu'on en parle sur le fond, quoi. Vous êtes le seul à dire quand même que le Covid, anatomie d'une exceptionnelle sortie de crise. Ouais. C'était génial, le Covid. Non, vraiment. Le Covid, c'était pas génial, mais ça peut pas être génial. Une épidémie comme moi, je l'ai très mal vécu, comme nous tous, ça peut pas être génial. Mais mon idée, si vous voulez, c'est que je pense que quand les historiens, quand même, regarderont la façon dont on s'est débrouillé, ils diront que c'était quand même plutôt pas mal, parce qu'on disait que notre société était très matérialiste. On a quand même dépensé beaucoup d'argent pour protéger les plus faibles. On a quand même alors ça nous a coûté très cher, mais on a quand même protégé correctement l'économie. On a eu les vaccins. Vous avez des pays qui n'ont pas eu les vaccins, en Russie ou en Chine. En Chine, ils sont sortis du Covid de façon beaucoup plus chaotique parce qu'ils n'ont pas voulu acheter nos vaccins. D'ailleurs, ils ont voulu les leurs qui ne marchent pas. Donc, je trouve que pour quelque chose d'aussi grave, on s'en est pas si mal sorti que ça. D'accord. Il y a quand même eu des effets sur la santé mentale des jeunes. Je peux dire un mot là-dessus, un tout petit mot. Oui, mais c'est une réalité. Sur la santé mentale des jeunes, parce que pour moi, c'est l'un des principaux problèmes aujourd'hui, la santé mentale des jeunes. Je suis mille fois d'accord avec vous, mais je pense qu'il n'y a pas que le Covid. Je pense qu'il y a une responsabilité collective, notamment de tous les effondristes, qui nous expliquent en permanence que le monde va à l'effondrement écologique, à la guerre nucléaire, à l'intelligence artificielle, pour une raison que j'ai jamais comprise, qui devrait se retourner contre nous. Ça fait partie des mystères. ChatGPT veut nous tuer, je le lis je pense qu'il n'y a aucun risque, vraiment, on peut se rassurer. Mais je le dis en plaisantant, mais je voudrais dire quand même quelque chose de sérieux, c'est que je pense que tous ces marchands de peur ont une responsabilité dans les pathologies mentales qui sont aujourd'hui extrêmement graves chez nos jeunes, et on n'a pas joué notre rôle d'adulte. C'est aussi de rassurer par moment. Oui, mais ils sont prisonniers de leur téléphone et de tout ce qu'ils lisent. Oui, il y a ça, mais moi j'ai discuté avec un certain nombre de jeunes. Et des fois, c'est une discussion très compliquée parce qu'ils commencent par nous dire, mais de toute manière, vous avez eu de la chance, nous, on n'a aucune chance. Vous aviez un monde qui allait bien, etc. Et nous, ça va être la catastrophe. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais faire des enfants. C'est une question qui revient maintenant. Vous avez vu le nombre de jeunes qui ne veulent pas d'enfants, le nombre d'hommes qui se font faire des vasectomies. Alors moi, je pense qu'une société est malade quand elle est plus capable de parler à sa jeunesse. Et quand elle vit sa jeunesse comme un problème. Et dans la vie politique actuelle, je regarde les responsables politiques, quand ils parlent des jeunes, c'est que pour évoquer des problèmes. Oui, c'est vrai. Oui, mais là, vous nous dites qu'en fait, c'est les jeunes qui trouvent que la société est un problème. Oui, mais parce qu'on leur noircit. On leur noircit tout. Je veux dire, il y a pas de... Il y a des courants politiques qui leur expliquent que tout va sauter, qu'on va vers une troisième guerre mondiale dans les semaines à venir. Il y a des chaînes de télé qui nous expliquent ça. Oui. Voilà, donc après, ils intègrent, c'est normal. Ils intègrent ce discours. Alors, Alexandre Devecchio, une petite question ? Non, peut-être une remarque. Je pense qu'effectivement, il ne faut jamais céder à la peur. Par contre, il faut quand même faire le bon diagnostic sur un certain nombre de sujets. Et qu'il y a peut-être ceux qui jouent sur les peurs, mais il y a ceux qui sont aux manettes, que ce soit le pouvoir économique, médiatique, politique, qui n'ont pas envie de le perdre et qui nous expliquent que tout va bien aussi. Donc, je pense qu'il faut se méfier, je dirais, des deux tendances. Et je trouve que s'il y a une peur aujourd'hui dans la société française, elle est du changement politique. On a une société qui est plutôt vieillissante et qui a vécu justement, qui a été plutôt privilégiée, je viendrai le rappeler, qui a finalement vécu des années plutôt heureuses. Elle a pu d'ailleurs se créer un patrimoine et aujourd'hui elle aspire à finir ses jours tranquillement. Ce que je peux parfaitement comprendre, c'est un phénomène psychologique tout à fait normal, mais je trouve que la société française gagnerait justement à ne pas avoir peur du changement politique. Il y a plein de problèmes à affronter, je pense qu'il ne faut pas les nier. Et justement, il faut se retrousser les manches et peut-être parfois savoir sortir du statu quo. Il y a une peur vraiment du changement. Je pense qu'on a besoin d'imagination. Et moi, je me méfie surtout beaucoup des gens qui nous disent si on modifie quelque chose en Europe, ça va être le chaos. Voilà. Et sur le Covid, moi, j'étais un peu plus sévère que vous. Je faisais
partie de ceux qui étaient plutôt rassuristes pour une fois et qui avaient tendance à penser que la maladie, un virus, ça fait partie aussi de la vie. Vivre, parfois, c'est mourir, et que pour le coup, il y a une peur de la mort, même une volonté de cacher la mort, qui a été terrible dans cette crise. Certains n'ont pas pu dire adieu à leur mort, et là, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de puérilité là-dedans, et que voilà, la mort fait partie de la vie, et il n'y a pas de raison de... Nicolas Bouzou. Et vous voyez, Alexandre, vous qui dirigez des pages opinion d'un des principaux journaux en France, il y a aussi une spécificité que moi je vois dans le débat public, qui est celle de l'intellectuel français, pour qui, grosso modo, ça va pas, quoi. Ça va jamais. Et de toute façon, pour avoir l'air intelligent, il faut toujours expliquer qu'on est en train de s'effondrer, que l'Occident s'effondre, ce qui est faux. Alors là, s'il y a vraiment... L'Occident ne s'effondre pas du tout. Les gens veulent vivre en Occident. Hein. Quand vous regardez le juge de paix, là où les gens veulent vivre, ils veulent vivre au Canada, aux États-Unis et en Europe. Hein. Ils ne veulent pas aller vivre en Chine. Hein. Donc c'est faux. C'est faux de dire ça. La France a beaucoup de problèmes. Mais la France est un immense pays qui ne s'effondre pas. Mais ce que j'observe quand même, et c'est surtout vrai de la figure de l'intellectuel de gauche, qui en plus est en révolution toujours contre les sociétés, donc ça va pas, parce que le système va pas, parce que la démocratie libérale, faut la combattre, et donc de toute façon ça va pas. Et quand un milliardaire donne 10 millions au Resto du Cœur, ça va pas, parce qu'il aurait même fallu faire autrement, donc ça va jamais. Et ça, je pense aussi que ça joue quand même aussi, si vous voulez, dans l'ambiance de notre pays. Mais je suis d'accord, je suis le premier, je déteste l'optimisme, etc. Il faut voir les problèmes. Mais vous savez, à force de dire que l'intelligence artificielle va nous tuer, on ne voit plus ou on sous-estime la menace islamiste, par exemple, qui, à mon avis, est la principale pour notre pays. Donc, je parle de l'islamisme radical, bien évidemment. Donc, on sous-estime les vraies menaces, du coup. Bien sûr. Et Julien Drey. Non, mais il y a aussi un problème d'instruction publique. Parce que ce qui, pour nos générations, nous donnait confiance, c'était l'école. C'était nos professeurs qui nous expliquaient, parce qu'on parlait après avec l'espoir que l'instruction allait nous apporter. Et là, maintenant... Et nous permettre de nous élever. Et nous permettre de nous élever, nous permettre de nous en sortir. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire l'école, l'administration scolaire, elle aime les écoles sans les élèves. Voilà. Elle fait tout pour les foutre dehors. Au lieu de faire que l'école soit la deuxième maison et qu'ils soient heureux, qu'ils s'épanouissent, c'est l'inverse. Et ça crée un sacré doute. Parce que moi, je me rappelle, on était pressés de se lever le matin pour aller à l'école. Ah. Ouais. Pas forcément pour être des bons élèves. Mais... oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire pourquoi c'était vrai, parce qu'on organisait les grèves. Donc il fallait... Oui, c'est ça. Vous étiez... Non, mais je veux dire, on avait une confiance absolue dans notre système scolaire. Ouais. Et dans les enseignants. Alors, c'est pas le procès des enseignants que je fais. Je pense que dans cette confiance qu'a une société, quand l'instruction publique est en crise, elle perd confiance. Alors, mais il y a beaucoup de dogmes. Il y a beaucoup de dogmes aussi qui irriguent les jeunes aujourd'hui. Et je crois que vous faites le lien entre cette ambiance victimaire et la peur. Ah mais complètement. Notamment en Occident. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de taper sur l'Occident. En réalité, on tape sur nous-mêmes. Donc on dit rien ne va, on a des pays racistes, on est des pays qui polluent, on est des pays dans lesquels l'éducation ne fonctionne pas suffisamment. Donc on se tape dessus en permanence. Donc, et c'est là où je dis, les adultes ne jouent pas complètement leur rôle d'adulte. Oui. Parce que moi, je crois qu'il y a quand même une certaine verticalité dans la société. Je pense qu'un jeune, il faut lui parler comme un jeune et qu'il n'est pas encore un adulte. Et que les adultes ont aussi un rôle pour ne pas tout dramatiser et surtout pour montrer qu'on est capable de résoudre les problèmes. Et d'ailleurs, je suis aussi frappé de voir que l'Occident se critique beaucoup, mais du coup, il a l'impression que tout va bien dans les pays autoritaires. Mais en Chine, en ce moment, il y a énormément de problèmes, y compris des problèmes économiques dont ils n'arrivent pas à sortir. En Russie, j'arrête pas d'entendre la croissance est forte, etc. Mais la croissance est forte, ils font des dépenses militaires absolument partout, donc tu m'étonnes, la dépense est forte. Oui, l'industrie, elle tourne à plein régime. Bon, mais il y a aussi de très grandes difficultés. En Turquie, il y a un phénomène d'hyperinflation. Oui, donc donc tout ne va pas si mal chez nous. Mais je pense que la démocratie libérale reste mais complètement, la démocratie libérale reste un système imparfait, agaçant, mais c'est le meilleur des systèmes, y compris en matière d'efficacité. Moi, je dirais la démocratie républicaine. Oui, parce que vous êtes viscéralement anti-libéral, contrairement à moi. Non, moi, je ne fais pas viscéralement. Non, mais je dis ça pour plaisanter. Voilà.
Un tout petit mot sur la peur de tomber malade, parce que vous dites, voilà, tout le monde a peur de la maladie, bien sûr. Ah oui, moi aussi. Mais quand on regarde les chiffres, vous dites l'espérance de vie, elle est très haute. Y compris l'espérance de vie en bonne santé. Alors ça, c'est un philosophe qui s'appelle Pierre-Henri Tavoyot qui explique très bien ça, c'est-à-dire que plus on est en bonne santé, plus on craint la maladie. Hein. Donc malheureusement, c'est quelque chose auquel... Mais c'est vrai que les évolutions les plus spectaculaires aujourd'hui, on les a dans le domaine du cancer. Il y a une révolution thérapeutique, c'est absolument extraordinaire. Hein. Des pathologies, des mélanomes métastasiques, des cancers du poumon métastasiques pour lesquels il n'y avait aucune solution il y a 5 ans. On en guérit, pas tous, il ne faut pas dire de bêtises, mais on en guérit, c'est-à-dire que les gens n'en entendront plus jamais parler et ça accélère. Les maladies rares, qui ne sont pas rares, en réalité il y en a beaucoup, je pense à pour les enfants. Pour les enfants. On a des traitements. On a des traitements. Mais on a des traitements. Et ça avance. Et le coup d'après, ce sera les maladies neurodégénératives. Il y a des millions de nos concitoyens qui sont atteints d'Alzheimer, par exemple. Mais là aussi, il y a des progrès extraordinaires. Donc, quand j'entends les jeunes dire « tout va mal », etc., c'est pas vrai. Il y a des choses qui vont mal, mais il y a des choses qui vont aussi de mieux en mieux. Et c'est notre rôle, je trouve, d'en faire la pédagogie. De le mettre en lumière, notamment sur nos antennes. Merci Nicolas Bouzou. C'est moi qui vois. Merci Julien Drey, Rachel Kahn, Alexandre Devecchio. La civilisation de la peur. Pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir. XO Édition. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, sur Europe 1, vous allez retrouver Thomas Schnell pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes. À demain.